Cosa Vostra. C'est sûr, on peut plus mettre une armée pour gérer les réseaux sociaux. Donc il faut des solutions intelligentes pour aller distribuer. Et c'est important aussi d'avoir une personne ou deux qui sache manager tout ça. Avant on testait, maintenant c'est industriel, c'est-à-dire qu'il y a plein de pages, il y a plein de catégories et il y a plein de réseaux sociaux. Parce qu'avant, on avait un compte Twitter, un compte Facebook. Et plus là-dessus se rajoutent les réseaux sociaux qui sont pas encore connectés à des plateformes comme WhatsApp Channel, Threads. Et ça, du coup, ça fait partie des sujets où il y a besoin d'humains. Parce que s'ils veulent y être, ça reste manuel. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Moïse Morard, le CEO et cofondateur de Nonly, une solution de publication pour les réseaux sociaux et de social listening. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, on va expliquer tout ça. Mais d'abord, merci Moïse d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi François. Et donc voilà, de manière purement anecdotique, le frère de Sacha, que j'avais eu aussi le plaisir de recevoir il y a quelques mois de ça, l'ancien CTO du monde. Donc voilà, on s'intéresse aux médias, dans la famille Morard. A priori, vous avez ça dans le sang? Ouais, je sais pas si on a ça dans le sang, mais je pense que ça vient de lui en vrai. C'est vrai? Ouais, à l'origine, ça vient de lui. C'est lui qui t'a un peu mis le pied à l'étrier dans cette industrie. Donc Nonly, je disais, solution de publication. Est-ce que tu peux un peu me raconter la genèse de Nonly, un peu le point de départ? Est-ce qu'il y avait, c'était quand? C'est quoi un peu l'histoire de cette boîte? Alors en fait, moi déjà, juste pour revenir un peu en arrière, j'ai créé 2 boîtes avant ça, qui étaient des agences. Donc moi, je suis tech. Et avant, j'étais musicien, un peu la même vie du coup que Sacha avait raconté. Exactement, on avait raconté son groupe de rock. On était dans le même groupe, donc forcément on a arrêté en même temps. Et j'ai créé du coup une première agence derrière, qui était une toute petite agence. Ensuite, j'ai été embauché comme lead technique chez Wonderbox. Ouais. Donc plutôt dans le e-commerce. C'est une histoire qui m'a passionné. Et surtout, le point qui m'a beaucoup plu, c'est de voir qu'on pouvait générer beaucoup de business avec la technique. Avec un ROI, en plus, vraiment, que tu peux mesurer, ça a de l'impact, quoi. Ouais, pour une petite anecdote, j'ai créé le moteur de recherche coffret activité de Wonderbox pendant mes vacances, juste par passion, pure et dure. T'étais déjà chez eux, hein? Ouais, j'étais déjà chez eux. Et en revenant, je le montre à Gilles Raison, qui était directeur marketing à l'époque. Et il me dit non, vas-y, on le met en prod. Et donc on l'a mis en prod et donc on a augmenté le chiffre d'affaires sur le web à partir du moment où on l'a mis en prod de 60%. Et c'était significatif. Alors attention, hein, le web et tout le reste chez Wonderbox, le web est une petite partie. Oui, par rapport à, c'est un business quand même de retail, etc. Exactement. Mais 60% c'était, juste avec un moteur de recherche. Voilà, c'était une très très forte augmentation. C'était très impressionnant. Et chez moi, ça a déclenché quelque chose, en fait, de dire, mais on peut vraiment générer du business avec la technique et c'est grisant, quoi. Ouais, clairement. Et donc, alors Wonderbox, et donc ça c'était après, donc tu crées ta première boîte, hein. Voilà, donc après je crée une autre boîte. Alors là, on devait faire du e-commerce, c'est quelque chose qui s'est pas fait. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 6 mois. Et ensuite, par contre, là, je suis devenu associé d'une société qui s'appelait Debonix, qui a été rachetée par le groupe Descours et Cabot après. Et là, de la même manière, j'aurais fait tout le SI, ce qui a permis, alors j'étais actionnaire minoritaire là-bas, qui nous a permis de vendre à Descours et Cabot. C'était une très très belle aventure parce on a doublé le chiffre d'affaires pendant que j'y étais. Et derrière, du coup, j'ai créé ma société, donc Moarty, qui est en fait du coup la société qui porte Nonly. D'accord. Et au début, la première activité que j'ai fait, c'est que j'ai été CTO externe de Warner Bros, notamment pour financer des projets à côté. Et j'avais vraiment pour souhait de financer
une techno que je voulais créer et je savais pas encore exactement laquelle. J'avais pas quelque chose en tête, mais tu savais que t'avais envie de créer. J'avais plein de choses en tête. Une tech. J'en avais plusieurs. Ouais. Et à ce moment-là, donc un an après ça, donc ça c'était en 2014, un an après ça, je dis à mon frère, écoute, je vais recruter un directeur technique. Si t'es OK, tu peux me rejoindre. Et sinon, je recruterai quelqu'un. Et donc, il a décidé de me rejoindre. Et il est venu avec une idée, en fait, qui était de monétiser le trafic en provenance des réseaux sociaux. Et en fait, c'est comme ça qu'est né Nonly. Et c'est comme ça qu'on a mis... que moi, en tout cas, j'ai mis les mains dans les médias. Et donc, on a créé cette solution. Cette solution a pas du tout fonctionné. En fait, c'était une solution qui créait beaucoup de friction. Mon frère est parti. Et là, en fait, il y a quelque chose quand même que j'ai identifié, c'est qu'il y avait un vrai pain au niveau des médias, qui était la distribution sur les réseaux sociaux et comment faire pour optimiser le temps passé déjà, et le ROI, et augmenter l'engagement et l'audience. Ouais. Et donc là, on s'est rendu compte, en fait, on avait un concurrent qui était déjà sur le marché, très très présent, qui avait honnêtement au moins 90% du marché. Ecobox. Ouais, c'était Ecobox. C'était vraiment la solution que tous les médias utilisent. Ouais. Eux, ils sont arrivés en 2014, je pense, un an avant nous. Ils ont tout raflé d'un coup. Ouais. Au moment où les réseaux étaient encore très forts, etc., voilà. Où c'était vraiment tout le focus était là-dessus, quoi. Exactement. Et nous, on est arrivés, en fait, avec notre solution de monétisation, avec un truc qui apportait de la friction, parce qu'on voulait monétiser avec une page interstitielle. C'était vraiment, vraiment dur à vendre. Tu réalises maintenant, des années après, qu'effectivement, c'était... Ouais, mais en fait, c'était trop disruptif. Enfin, le business, j'ai plus du tout la même vision de business aujourd'hui que celle que j'avais avant. Après, beaucoup de choses ont changé aussi dans les rapports entre les médias, les plateformes, la donnée, le contrôle de la donnée, etc. Ouais, il y a ça. Et puis aussi le fait de vouloir créer une boîte toujours en étant seul, en disant, voilà, je suis précurseur sur le truc. Ouais. Si je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, la plus simple. C'est souvent pas mal d'avoir des concurrents. Bah ouais, et puis quand c'est trop tôt, c'est vraiment trop tôt, quoi. Moi, le nombre de, il y a aussi le sens du timing aussi, hein, à un moment donné, si tu veux gagner de l'argent. Tu peux toujours t'enorgueillir d'avoir été le premier à avoir l'idée, mais si tu monétises pas, c'est un business quand même. Ouais, grave. Et il y en a des histoires. J'ai des potes qui sont hyper bons, hyper visionnaires, qui ont des idées de business, qui les ont lancées, et en fait, ça capote, et puis quelques mois après, l'explosion dans le marché, mais le sens du le market fit, c'est quelque chose d'important, quoi. Exactement. Ouais, donc voilà, ça n'avait pas marché, donc vous avez décidé de vous repositionner sur la distribution, non plus la monétisation du trafic en provenance, mais plutôt sur la distribution des contenus vers les réseaux. Voilà. Et surtout, alors à l'époque, donc alors là, il a fallu tout refaire parce que la technique allait pas. Il fallait, donc on est reparti de zéro. J'ai embauché notamment Guillaume Ponson, je lui fais un salut s'il écoute. C'est quelqu'un en fait qui m'a formé des années auparavant, notamment chez Wonderbox et même chez Anaska, il me semble. C'était un leader et c'est toujours d'ailleurs un leader du développement de tout type, que ce soit PHP, en C ou autre. En France, tu penses que c'est un des leaders Oui, clairement. Il a d'ailleurs, il fait partie des livres que j'ai lus quand je me suis enfermé avant de commencer ma vie professionnelle de développeur. C'était PHP 5 Architect, son livre, et oui, clairement, il a contribué à PHP à bas niveau, et c'est un gars très fort qui nous a apporté énormément. Tout le monde, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à toute l'équipe en général. Et du coup, on a développé quelque chose de très puissant et très solide au niveau infrastructure. Et en fait, ce qui nous a permis derrière de faire du social listening. Et donc, en fait, on est allé sur plusieurs marchés en même temps. C'est-à-dire qu'on est allé sur du social listening, qui est en fait l'écoute des réseaux sociaux. J'allais te demander, d'expliquer, on vulgarise l'écoute des réseaux sociaux. Donc, ça veut dire quoi, écouter les réseaux sociaux en 2 secondes? Alors, l'objectif du social listening, il peut être à plusieurs niveaux, mais nous, là, celui qu'on va traiter en particulier, ça va être d'être au courant à l'instant T de ce qui va buzzer, ce qui va marcher vraiment très fort, ou pas d'ailleurs, ou ce qui va pas marcher. Et juste avant que ça n'explose. L'idée, c'est d'anticiper, d'être un peu dans un peu de prédiction. Alors, est-ce que c'est Non, c'est justement un peu avant la prédiction. C'est-à-dire qu'à l'instant T, on sait qu'on a une trend très verticale. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est en train d'exploser. Et on va également analyser les bruits faibles. Donc, on va tout normaliser pour pouvoir voir, par exemple, sur un média local, je pense, par exemple, à
une page locale, par exemple Le Parisien 93 ou une page La Provence-Alpes, ce qui sont des petites pages, mais ça dans le monde entier du coup. Et donc pour analyser, ok, ce sujet-là, il a vraiment une tendance très très haute, alors que normalement son volume devrait être faible. Et donc ça permet aux rédactions du coup aujourd'hui d'identifier tout un tas de sujets, des histoires à raconter sur des catégories très précises, sur des localités. Voilà, donc ça, c'est la partie social listening. Ouais, alors mini aparté là-dessus, je sais pas si tu connais Benoît Raphaël qui avait lancé un outil qui s'appelait Trendsboard il y a quelques années. Bah, tu vois, peut-être ça fait partie des gens qui ont des idées un peu tôt. Il avait vraiment créé un outil et je me souviens, plein de rédactions s'en étaient équipées. L'idée, c'était d'anticiper les signaux faibles sur les plateformes. Mais je pense que c'était un peu tôt, encore une fois, dans le marché. Donc, des bonnes idées comme ça, donc, qui ne sont même pas, tu vois, dans ton scope aujourd'hui. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, le social listening, c'est très particulier parce que il faut avoir des partenariats pour pouvoir le faire. C'est-à-dire avec les plateformes, avec les plateformes, accéder pour pouvoir aux données. Écouter de façon fiable et rapide, il faut forcément avoir accès aux API. D'accord. Et alors, il y en a qui vont passer par des chemins détournés, mais le problème des chemins détournés, c'est ils peuvent être coupés, ils peuvent changer, et surtout ils sont plus lents. Et alors que les API sont faites pour ça, mais pour avoir ces accès-là, il faut avoir des reviews régulières avec les plateformes et eux valident. En partenariat officiel, voilà. en fait. Voilà, exactement. Donc, tu parlais aussi, ça fait partie un peu de ces bases solides de la solution, c'est avoir accès aux bonnes données. Exactement. Et il faut toujours leur montrer que non, au niveau données personnelles, on les affiche jamais, voilà. Donc ouais, vous n'êtes pas Cambridge Analytics. Non. Et après ça, ils nous ont audité de façon encore plus régulière. Mais moi, on en parlera peut-être justement tout à l'heure des rapports avec les relations avec les plateformes. Je reviens juste un peu sur donc le social listening, un outil de publication sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ça les deux jambes de Nonly aujourd'hui. Alors, il y en a un peu plus que ça, mais il y a la publication manuelle. Donc, effectivement, publier tout type de posts, vidéos, images, liens. Après, il y a l'automatisation de la publication, ce qui est une autre jambe pour moi. Après, il y a la partie analyse du trafic du site, donc nous ce qu'on appelle l'organic listening. Ouais. Donc aussi bien les données de page vue temps réel comme les données de paywall, des données de souscription, d'inscription à la newsletter, ce qui va permettre en fait de traiter les automatisations derrière. D'accord. Tu t'anticipes plein de questions, mais c'est pas très grave. Ah, je te repose. Non, mais c'est bien. Ça fait aussi partie de la discussion. C'est parce que c'est intéressant. Et j'essaie de finir cette petite carte d'identité. Tu vas voir, ça va aller très vite. Avec quels médias et réseaux sociaux vous travaillez? Alors les médias, ça va être dur de tous les citer. Parce qu'on a typologie aujourd'hui. Ouais, parce que t'es avec avec la plupart des gros médias en France. Ouais, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'être devenu leader en France. Et donc de travailler aussi bien avec le groupe Altis, le Parisien, le groupe La Dépêche, Sud-Ouest, l'Ouest France, TF1. Donc je suis désolé parce que je veux pas non, mais on a cité quelques-uns en essayant d'avoir des typologies, mais voilà, tu m'en parlais en préparant un peu cet épisode. Vous êtes vraiment et il y a taille de médias en fait en dessous de laquelle vous n'allez pas ou c'est pas intéressant. Non, absolument pas. Non. Je veux dire, je suis un pure player aujourd'hui. On est 3 dans mon équipe. On peut venir te voir. C'est intéressant. Ouais. Honnêtement, tous les médias peuvent venir nous voir. Alors, il y a peut-être un use case un peu moins traité aujourd'hui sur lequel on est en train de travailler. C'est le use case 100% automatique de publication de vidéos. Voilà, qui est un cas particulier. Ouais. Typiquement, alors Brut n'est pas client chez nous, mais je pense que Brut ou Real Media, par exemple, pourraient être dans ce cas-là, bien que eux, au niveau des analyses, Nonly pourrait être très pertinent pour eux. Mais sinon, tous les autres types de médias, que ce soit radio, télé, presse, fonctionnent parfaitement. Et même plus large que ça, on pourrait dire que même les marques peuvent utiliser parce que ça reste intéressant d'avoir ces données et de savoir ce qu'on publie, c'est pas que des contenus. Bon, et là on est sur Mediarama, donc on va se concentrer un peu sur les médias, et puis c'est quand même par là que vous avez que vous démarrez et que vous êtes là, que vous êtes concentré là-dessus. Ouais. On en parlera peut-être sur les perspectives. On a parlé quand même pas mal de tech. Pour toi, Nonly, c'est une solution tech, c'est aussi une boîte de service, c'est un mix des deux, ou c'est vraiment full automatique en mode SaaS? Alors nous, c'est full automatique en mode SaaS, donc c'est vraiment une boîte tech.
avec une ADN tech. On est quasiment que des techs à l'intérieur. Et au niveau du service, on peut dire qu'il y en a un peu quand même parce que il y a toujours une formation ou deux. Moi, j'aime bien quand il y en a deux, quand ils prennent en main Nonly. Et après, on est toujours ouvert. Et souvent, c'est moi qui le fais en général. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que ça me permet d'améliorer l'outil, de penser à d'autres d'avoir choses. des vrais retours d'utilisateurs. Parce que souvent, dans ce genre de solution, tu as quand même besoin un peu d'aide sur l'analyse. On en parlera peut-être un petit peu après, mais ça s'optimise. Je sais que souvent, par exemple, c'est le problème dans les paywalls dynamiques. On met un paywall, mais en fait, derrière, il y a besoin d'accompagnement pour bien utiliser l'outil. Ouais. Alors là, il y a 2 points. Parce qu'en fait, le support, effectivement, est important, mais c'est important aussi qu'il n'y ait pas trop de support. Et pour qu'il n'y ait pas trop de support, il faut que l'ergonomie soit très bonne. Et donc, il faut vraiment suivre les demandes pour faire en sorte que ces demandes-là soient plus des demandes après, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un peu le mindset qu'on essaie d'avoir, c'est de toujours faire évoluer l'outil pour que les demandes disparaissent. Ouais. Rester dans ce côté SaaS un maximum. Et exactement. Et c'est important parce que si on veut garder de la rentabilité et... C'est toute la beauté du SaaS, c'est toute la complexité. Ne pas rentrer dans le spécifique et puis faire en sorte que tu aies le moins besoin d'interaction avec ton client. Et puis réussir aussi à identifier quand un client demande quelque chose que ça va devenir une généralité. Ouais. Ou pas, ou c'est trop spécifique. Voilà. Coup, et là, dire non. Voilà. Savoir dire non aussi, c'est important. C'est quoi les objectifs des clients qui viennent te voir c'est parce qu'ils ont manque de ressources. C'est quoi l'objectif principal, tu dirais Alors ça a évolué, hein. Ça a évolué au fur et à mesure des années. Là, en ce moment, c'est une période un peu particulière parce qu'il y a eu pas mal de friction entre les plateformes et les médias. You don't say. Et donc du coup, là aujourd'hui, c'est plus pour pallier à une problématique de attention, le trafic en provenance des réseaux sociaux est en baisse. Comment on fait pour y pallier? Il y a ça, et après il y a aussi on a une toute petite équipe, voire pas d'équipe, et on n'arrive pas à distribuer, quoi. Voilà, donc on va répondre à ces pain points. Principalement. Ouais. Donc je suis allé sur le site pour glaner un peu des infos, et j'ai vu quelque chose qui est vraiment mis en avant et que je ne connaissais pas, donc c'est pas ma spécialité les réseaux sociaux, je pense que tu l'auras compris ou tu le comprendras. Vous promettez d'aider les médias à bâtir un socle social solide. Les 3 S. Il y a peut-être un truc à faire. C'est pas facile. Un socle social solide. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous avez théorisé quelque part? Ouais, en fait, un socle social solide, c'est par exemple dire, vous avez des verticales, vous avez plusieurs verticales, vous avez plusieurs pages, mais vous n'arrivez pas à les faire vivre. On va les faire vivre grâce à Nonly, grâce à une automatisation vraiment intelligente en allant chercher les contenus qui sont pertinents pour ces verticales-là, et vous n'êtes pas obligé de les abandonner. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'au fur et à mesure, ça coûtait tellement d'argent en fait de maintenir la distribution sur les différents réseaux sociaux que pas mal de médias ont coupé des pages. Et ce qui est dommage parce qu'en fait, je prends un exemple tout simple. Par exemple, c'est pas le cas, mais imaginons que je suis passionné de running. Moi, je vais avoir tendance à suivre une page, par exemple, RMC Running. Mais RMC Sport va potentiellement peut-être moins m'intéresser, étant donné que j'aime pas le foot. Ouais, voilà. Tu vois, donc, et l'avantage de ça, c'est que du coup, on récupère des gens qui sont donc plus nichés, et on récupère beaucoup de qualité et beaucoup d'engagement sur ces pages-là. Même s'il y a beaucoup moins de followers, c'est des pages qui ont beaucoup d'engagement et qui sont très intéressantes pour la marque. Et en plus, ça permet aux gens d'aimer la marque et potentiellement derrière d'aller s'abonner à la page principale ou s'abonner tout court. Voilà, donc le socle social, c'est ça, c'est de dire, ok, est-ce que toutes les pages, est-ce que tout le mapping est bien fait? Par exemple, est-ce que les noms de domaines sont bien certifiés aussi au niveau de Facebook? Parce que ça, c'est un point qui est très important, parce que sinon, on n'a pas le droit d'éditer les liens, on a des comportements assez étonnants sur les plateformes. Donc voilà, il y a tout un ensemble, en fait, une espèce d'audit exactement, qui est fait. Exactement. Il y a ça, il y a aussi toute la partie microdata des sites, parce que nous, on a un robot qui va analyser toute la microdata, et si la microdata... La microdata, tu mets quoi dans la microdata? Alors la microdata, ça va être tout ce que va lire un moteur de recherche pour savoir de quelle catégorie est le contenu, quels sont les mots-clés à l'intérieur. Alors même si c'est pas utilisé en termes de référencement pur, mais ça va être plutôt pour classer
des topics, des endroits, donc pour les différents moteurs de recherche. Donc c'est dans le sitemap ou le sitemap est un des composants de ces microdata? Non, c'est vraiment sur l'article. Sur l'article. C'est vraiment sur la page article elle-même. Déjà, savoir que c'est un article. D'accord. C'est un type article. Est-ce que c'est un type article? Est-ce que c'est un type vidéo? Voilà. Quel type on a et quels sont les auteurs? Quelles sont les catégories? Quels sont les mots-clés? Et tout ça, ça nous donne quel est des points très importants. Par exemple, c'est date de publication et date de modification des articles. Ouais. Ça permet quand même, avec une date, ça permet au moteur de recherche ou à Nonly de dire, ok, il vient du contenu. Il vient d'être mis à jour. Par exemple, on a un article qui a 1 an, donc qui a été publié sur le site il y a 1 an, mais on voit qu'il a été mis à jour sur les 7 derniers jours et que sur les 3 dernières heures, il fait un pic d'audience. Il est potentiellement très pertinent à publier sur les réseaux sociaux. Ouais, clairement. Voilà. Et c'est pour ça que ce socle-là, il est hyper important parce que ça nous permet de faire des choses intelligentes derrière. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose que vous faites une fois, un peu au début, en disant, voilà, les points un peu de correction, mais c'est la base, en fait, de tout ce que vous faites. C'est l'implémentation. Voilà. C'est vraiment au niveau de l'implémentation. Une des parties de Nonly, on en a parlé, c'est la planification intelligente, donc publication intelligente. Je sais pas si tu dis planification ou publication. Ça se fait comment? Est-ce que c'est je rentre un peu mes horaires en fonction de mon équipe, mon desk qui est présente ou pas? Est-ce que il y a de l'IA? Comment est-ce qu'on fait une planification intelligente? Alors en fait, il y a la planification intelligente à l'intérieur de Nonly. En fait, c'est Nonly qui va automatiser en gros les horaires de publication en fonction de certaines contraintes qui vont être imposées par le community manager ou le journaliste qui va publier, ou même par un robot du coup. Et en fonction de ça, en fait, ce qu'on va éviter, c'est les collisions. Ouais. En fait, quelque chose qui est très mauvais dans les publications, c'est de faire par exemple 2 posts et se passer de 5 minutes et ensuite faire un post une demi-heure plus tard. Et ça arrive parce qu'en fait, ils sont plusieurs à bosser et ils se parlent pas. Ouais, exactement. Et après, il y a un autre point qui est très très important, c'est de dire du coup dans cette planification intelligente, de mettre des contraintes en disant attention, on est sur un sujet qui est très chaud. Du coup, il faut qu'il soit publié dans le prochain quart d'heure. Ce que ça va permettre, c'est que la planification intelligente va regarder s'il y a eu une planification avant, s'il y en a une qui est prévue après, et du coup va pouvoir décaler tout ça et adapter tout le reste en fait. Okay. Toute la chaîne va être optimisée. Tout est lié, etc. Donc tu peux intervenir un peu, débrayer un truc, ça va mettre à jour le reste Exactement. De la planification. C'est une garde, un peu d'aiguillage. Exactement. Et tout ça, l'objectif est de respecter la chaleur du papier et d'éviter les collisions. Ça, c'est vraiment les objectifs principaux. Et donc ça, c'est un ensemble de règles que vous avez fait en disant, voilà, on ne publie pas tel article, enfin les intervalles, etc. Ouais, en vrai, ce que je dis souvent, c'est que les mieux placés pour savoir comment on publie, ça reste la rédaction, quoi. Ouais. Donc eux, ils connaissent très bien les sujets, ils savent si c'est un sujet très chaud, si c'est un sujet tiède ou autre. Et du coup, derrière, ils peuvent imposer des règles. C'est-à-dire, celui-là, on a 8 heures pour le publier. Celui-là, on a une demi-heure. Et donc, du coup, derrière, c'est Nonly qui va se débrouiller. D'accord. On verra justement un peu comment bosse la rédaction peut-être avec les community managers, ou est-ce que c'est eux sur la partie un peu orga en interne. Ça m'intéresse. En termes de ROI, c'est sans entrer dans le détail du modèle, c'est pas ce qui m'intéresse, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Plus d'engagement? C'est plus quoi? Alors, comment tu mesures un peu le succès et c'est quoi ton argument? Alors, en termes de métriques, ouais. Le premier truc qui va être visible, ça va être une augmentation d'engagement. Normalement, le fait de brancher Nonly, dans le premier mois, on devrait au moins gagner 20%. Voilà. Alors. Et engagement, c'est un like, un partage, un commentaire, point. D'ailleurs, et exactement, donc c'est l'addition de tout ça en fait. Like ou réaction d'ailleurs. Ouais. En sachant que à l'époque, alors il y a encore 2 ans en arrière, on avait une corrélation de 0,9. Donc juste pour dire, en gros la corrélation, au plus on est proche de 1, au plus elle est forte. Donc on avait une corrélation de 0,9 entre l'engagement et le trafic. Donc l'engagement étant une donnée publique, le trafic qui revient en provenance des réseaux sociaux. Plus, tu veux dire, enfin voilà, si on a un engagement, ça veut dire qu'on va avoir le trafic va venir. Enfin, voilà, en fait, on a un trafic proportionnel au volume d'engagement sur le post. Donc, si on améliore l'engagement,
on améliore le trafic en provenance des réseaux sociaux vers son site. L'avantage de savoir ça, c'est que l'engagement étant une donnée publique, du coup, on peut regarder la concurrence. Ouais. Voilà. Et donc, on peut connaître un peu l'audience qui génère. Voilà. Les trois. Exactement. On fait même des maths simples. D'accord, mais ça te permet effectivement de surveiller la concurrence et de te positionner. Voilà. Après, la corrélation a un peu baissé ces derniers mois. On est plutôt aux alentours de 0,7, 0,6, ce qui reste très élevé quand même. Mais ce qui nous apporte un peu des fois d'incohérence. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des posts avec des très très forts engagements et une audience un peu plus faible. Mais l'engagement reste un point très très important à regarder aujourd'hui. D'accord, donc c'est ce que vous proposez, ou en tout cas ce que la solution permet de base, c'est un meilleur engagement parce que vous respectez mieux les règles des plateformes ou d'espacement de publication ou de pression y a ça, de contenu qu'on envoie à un utilisateur. Et puis mécaniquement, il va y avoir des publications qui vont être plus intéressantes parce que vous les sélectionnez. Ouais, alors plus intéressantes, je dirais pas. S'il y a un community manager qui fait quelque chose, qui fait du bon travail, il va être performant. C'est pas le truc, c'est qu'on va pouvoir faire plus de choses. On va pouvoir traiter plus de pages, on va pouvoir traiter des périodes où il y a personne. La nuit, le week-end, on va pouvoir faire des reposts automatisés et puis surtout, on va pouvoir faire de l'analyse automatisée. Oui, donc rien que ça, mécaniquement, tu te gagnes un trafic de ouf parce que c'est les moments où tu faisais rien. Enfin, quand les gens dorment. Ouais, ne serait-ce que sur une stratégie de repost ou d'analyse de contenu froid, le faire à la main, c'est trop chronophage, c'est pas possible. Donc automatiser tout ça, mécaniquement, ça augmente. Et quand tu dis par exemple le contenu froid, c'est que vraiment vous indexez l'ensemble des contenus d'un éditeur et vous êtes capable, en fonction de l'actualité, de tendances que vous avez repérées, de dire tiens, tel contenu, même peut-être il y a 5 ans, va être intéressant de être publié à tel moment, et ça se fait automatiquement. Exactement. En fait, on va pouvoir regarder par saison les contenus de l'éditeur, du coup, et de dire, OK, ben là, ce contenu qui a plus d'1 an ou qui a entre 6 et 3 mois génère une audience de, je sais pas, fait 1000 pages vues sur les 6 dernières heures, alors que normalement, ça devrait pas, il est très haut. Et donc, du coup, il est soit à retravailler, l'article, soit il vient d'être modifié et en fait, il a été mis à jour récemment et du coup, on peut le publier directement. D'accord. Donc effectivement, si tu mets tout ça bout à bout, t'as une explosion de ton taux d'engagement, de tes interactions et donc de ton trafic. Ouais, il y en a pour certains clients, on a eu au bout d'1 mois quasiment 500% d'augmentation. C'est colossal. Ouais, c'est colossal. Et ça, c'est souvent en capitalisant sur des contenus inutilisés, sur des contenus froids ou qui sont pas republiés, qui dorment en fait. Ouais, exactement. En fait, les éditeurs ont souvent une manne. En fait, ils ont une trésor de guerre complètement inutilisée, et ce qui nous permet de les ressortir. Ça, c'est vraiment le point le plus bluffant au début. Ouais, surtout que ça te coûte rien. Et c'est les contenus qui sont existants et qui sont là, quoi. Alors après, ça dépend de la typologie des médias. Typiquement, ça marche mieux sur en tout cas, effectivement, sur alors, pas sur la presse chaude, enfin, le breaking news, quoi. Ouais, par exemple, un média comme Le Parisien fait du froid, mais pas énormément. C'est pas leur cœur de métier. Donc, c'est un peu moins utile. Mais un média comme TF1, super intéressant parce qu'ils font beaucoup de contenu froid. Ouais, des choses qui peuvent marcher tout le temps, des choses faites dans un village sur un métier fait il y a 5 ans, ça reste totalement d'actualité. Et surtout, ça leur donne aussi des idées pour recréer un papier. Ouais, donc ça aide aussi pas mal. Et justement, donc parlons un peu de entre la rédaction, le community management, comment eux utilisent cet outil. C'est intégré dans leur CMS, c'est le journaliste directement qui dit tiens, tel article, etc. Comment ça s'organise au quotidien? Alors vraiment, on a de tout. On a tous les cas d'usage. De tout au niveau des fonctionnements. On a des rédactions qui mettent pas les mains dans les réseaux sociaux et donc c'est 100% automatisé. Il y en a, donc là c'est vraiment des automatisations qui vont aller choisir les sujets, aussi bien froid, tiède, chaud, tout va se faire automatiquement. On a des fonctionnements hybrides qui est moi personnellement le plus intéressant, celui que je conseille en tout cas. C'est-à-dire qu'en fait tu conseilles quand même un média que les journalistes comprennent et un peu les mains dans le cambouis de la publication sur les réseaux sociaux.
En fait, ce qui est super intéressant quand c'est hybride, c'est qu'ils peuvent faire des gros cartons sur des sujets qu'eux, ils maîtrisent. C'est-à-dire que, une machine, ça travaille bien de façon régulière, de façon industrielle. Maintenant, un humain, il va pouvoir faire un travail très intelligent, très ciblé. Et c'est là où la valeur ajoutée, elle est hyper importante. Et les journalistes ou les community managers vont vraiment apporter de la valeur là-dessus. Moi, j'aime bien avoir un fonctionnement où on a des automatisations qui travaillent et au milieu, si un journaliste ou un community manager veut travailler de façon plus profonde, au lieu d'être industriel et de dire j'ai 60, 80, 100, 1000 postes à faire dans la journée, non, j'en ai un peu moins, mais par contre, j'augmente la qualité. Ils sont plus en mode sniper, un bon contenu bien sélectionné. Exactement, etc. une super vidéo, Ouais. voilà. Et ça, c'est pour moi un bon fonctionnement. Et justement, ce métier de community management, il a évolué. Tu le vois un peu l'évolution ces dernières années. Enfin, après, on en parlait. Est-ce que c'est moi, je voyais ça un peu comme celui qui, moi, je fais un peu dans le cliché, qui fait la modération de contenu, qui répond aux commentaires, etc. C'est comment tu vois l'évolution un peu de ce métier? C'est vos interlocuteurs principaux, c'est-à-dire c'est ceux qui utilisent la solution? Ouais. Alors ça, c'est l'utilisateur final. Moi, je trouve qu'il a effectivement évolué et je pense qu'il faut que les community managers l'aient en tête aussi. C'est que il évolue dans le sens de la donnée. C'est-à-dire que il faut de plus en plus que les community managers soient capables d'analyser la donnée et la comprendre. Parce qu'en fait, la lire, c'est quelque chose, voir un chiffre, c'est quelque chose, mais c'est aussi comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est biaisé? Parce qu'il y a des résultats, des fois, qui sont incohérents, on comprend pas pourquoi un post n'a pas marché, par exemple, alors qu'il aurait dû. Ouais. C'est peut-être tout simplement parce qu'à ce moment-là, l'algo de Facebook, soit il y a eu un bug, parce qu'il y en a plein, il y en a tous les jours, Ouais. soit il y a eu un bug et la distribution s'est pas faite, et il faut l'accepter, et il faut derrière republier le papier, lui redonner une chance, ou la vidéo, et du coup comprendre, et après sur le long terme, dire ok, là, quel type de post fonctionne, aussi bien en social listening que même sur les analyses de performance de ses propres posts, et comprendre ce qu'est une médiane, fonctionner au percentile, donc c'est un peu technique, mais... Non, mais c'est intéressant, mais et justement, les community managers comprennent tout ça? Est-ce qu'ils sont formés? Tu vois, je sais même pas s'il y a un diplôme une formation de community management, ou est-ce que t'apprends sur le tas? Alors pour ma part, je sais pas exactement s'il y a des diplômes ou autres. Moi, je vois que les endroits, les rédactions qui ont des community managers, qui ont de l'expérience, en général, ce sont quand même des rédactions qui font des super résultats. Maintenant, un peu l'inconvénient derrière, c'est d'être tête dans le guidon et de penser qu'à sa création de contenu. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il faut relever la tête et dire, ok, qu'est-ce qui fonctionne chez les autres, qu'est-ce qui fonctionne chez moi, et comment je peux faire mieux, en fait, aujourd'hui, quoi. Parce que, voilà, ces derniers temps, on a parlé de beaucoup de choses en termes de réduction de trafic et tout, mais en vrai, on l'a compensé chez beaucoup de nos clients. Oui, grâce à la solution. Grâce aussi à la politique de publication, c'est-à-dire dire, on va changer un peu. Ouais, on va faire différemment. Ouais. On va faire différemment. Mais je reviens quand même, c'est community management, parce que là, tu dis, lire la donnée, c'est quand même pas de donner à tout le monde. Je veux dire, tu vois, que le côté je modère du contenu, je suis un peu journaliste, je sais faire, etc. Et d'un coup, je me retrouve avec des dashboards et je dois anticiper, comprendre des données et tout. C'est pas. Non, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et en même temps, ils ont tous mis un peu les mains dans CrowdTangle au moins. Ouais. Où il y a pas mal de données, mais maintenant savoir les analyser vraiment, c'est vrai que ça reste autre chose, ne serait-ce que comprendre un taux d'interaction et qui est d'ailleurs souvent une moyenne, et comprendre une médiane. C'est vrai qu'il y a souvent, moi j'ai cette discussion avec eux au début en disant que tu sais ce que c'est une médiane. Voilà, et s'ils savent pas, c'est pas grave, mais je leur explique, et du coup ils peuvent comprendre que ce chiffre, il est important à prendre en référence, et derrière regarder pour que ce chiffre ne baisse pas trop, quoi. Et tu trouves quand même que c'est un niveau... Je sais pas si t'as voyagé dans d'autres pays, voir d'autres médias, savoir un peu en France le niveau des community managers. Alors, ce sont tes clients pour la plupart, j'imagine que tu vas pas dire du mal, en tout cas tu les citeras pas, mais le niveau est bon, il y a un bon niveau de compréhension de ces enjeux sur la data? Non, franchement, j'ai de tout. T'as de tout? Honnêtement, il y en a qui comprennent très très bien. Alors là, pour le coup, je peux citer Adrien Touvenel, qui m'impressionne parce que
donc il est chez BFM TV. Sa cote va exploser après ça. Non, mais il a fait un travail formidable, honnêtement. C'est lui qui a identifié très très tôt que les types liens étaient dépréciés. Et il a fait une politique de publication qui a super bien marché, qui a été suivie par la plupart des médias derrière. Et après, il y en a qui le voient très 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 tard. Ouais. Et même si on les alerte et donc il faut effectivement être au fait. Donc non, le niveau est clairement disparate. D'accord. Mais c'est peut-être aussi, enfin là on va parler un petit peu des plateformes si tu veux bien. Tu vois, j'animais une table ronde au Geste avec notamment parmi les médias Le Figaro qui disait que le trafic était en provenance des réseaux sociaux d'entre 5 et 10%. Et j'ai le souvenir d'il y a quelques années, ça pouvait monter à 50%, certains même 60%. Il y avait vraiment une explosion, etc. Et là, tu sens ces dernières années, on va pas refaire toute l'histoire, mais que le changement de stratégie des plateformes fait que ça a un petit peu baissé. Donc forcément, il y a peut-être un petit peu un désinvestissement de la part des médias là-dessus. Ouais, tu vois, un changement de shift en disant bon maintenant ça se passe chez nous et peut-être on regarde ça d'un peu plus loin et on met plus all-in là-dessus. Ouais, après c'est logique, il faut être cohérent avec la réalité. La recette qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est normal et c'est vrai que c'est important d'investir de façon. Et il disait quand même, tu vois, pardon, mais que il perdait de l'argent globalement, c'est des centres de coûts, les réseaux sociaux. Alors on y fait de la notoriété, sur certains on peut monétiser, mais parce que c'est vrai que là on a quand même pas mal parlé de Facebook. Je sais pas d'ailleurs si vous êtes sur quel réseau, j'aurais peut-être pu te demander sur la carte d'identité, sur lesquels vous agissez principalement. Sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et LinkedIn. Ouais. Et là on va en rajouter un. Ouais, j'imagine. Mais donc effectivement, après, c'est peut-être intéressant aussi de prendre au cas par cas. C'est pas du tout les mêmes stratégies. Tout ce qu'on a dit, c'était quand même beaucoup Facebook, où il reste quand même beaucoup de volume sur Facebook. Oui, ça reste quand même très important. Ouais. Même si ça a baissé, ça reste important. Surtout si on a une bonne stratégie. Ça fonctionne toujours très bien. On arrive à compenser quand même la perte. Pas autant, ça a quand même baissé. Mais on arrive à compenser. Ce que je trouve plutôt sain, quelque part aussi. Je pense que dépendre uniquement d'une plateforme, ça peut être... Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu un sujet qui disait que Twitter, par exemple, était en baisse. Nous, c'est pas du tout ce qu'on constate. Globalement, sur l'ensemble de tes clients, tu vois pas une baisse du trafic en fait, ce qui a changé, c'est que la politique de Twitter a changé, donc a fait payer en gros le nombre de tweets, parce que derrière, il a fallu payer les applications. Mais ceux qui ont investi dedans, ils n'ont pas perdu de trafic. D'accord. Par contre, il y en a beaucoup qui ont désinvesti, ouais. Et donc du coup, ils ont perdu le trafic. Mais bon, là, c'est mécanique. Et toi, ça t'inquiète pas un peu ce changement de permanent d'algorithme, de stratégie des réseaux sociaux? T'es quand même t'es vraiment complètement lié à ces plateformes. Ouais, alors c'est le fameux truc de dire on fait un business dans le jardin du voisin. Ouais. Alors c'est un sujet. Après, on est tous dépendants à un moment donné d'un gros, quoi. Malheureusement et heureusement, parce que donc effectivement ça reste un risque. Après, on l'a dilué parce qu'on a plusieurs plateformes aujourd'hui et surtout on est en bon terme avec eux et c'est important pour nous. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand ils sont en friction, les plateformes avec les médias, et que du coup, on est un peu entre le marteau et l'enclume. Ouais. Et le pire dans tout ça, c'est quand les plateformes ont des bugs, et c'est nous qui faisons les intermédiaires. Et ça c'est tout le temps. Ça, c'est en fait quasiment le plus gros de notre support. Un bug sur Facebook, et c'est vous qu'on appelle, les médias vous appellent en disant « faut me réparer ça ». Quoi. Voilà, et alors après, ils sont sensibilisés, ils le savent, on leur envoie Donc nous, on écrit régulièrement aux plateformes pour ça. Et puis surtout, il y a des périodes où ça marche pas pendant longtemps, quoi. Et ça, c'est dingue, non? Ouais, c'est dommage. Ouais. Et au niveau de tes clients, j'en parlais un peu d'une certaine difficulté à rentabiliser les investissements faits sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sens, toi, que tes clients, ils investissent plus ou ça baisse, ça stagne sur leur investissement sur les réseaux sociaux? Alors nous, notre croissance n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Donc clairement, on est contacté tous les jours pour connecter. En fait, je pense que
notre solution, elle fait aussi partie de... on va ajouter de la cohérence à la gestion des réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est sûr, on peut plus mettre une armée pour gérer les réseaux sociaux. Ça coûte trop cher. Ouais. Donc ça, c'est juste logique, en fait. Donc, il faut des solutions intelligentes pour aller distribuer. Qui rationalisent, qui mutualisent. Exactement. Et c'est important aussi d'avoir une personne ou deux, en tout cas, qui sache manager tout ça. Et voilà, en fait, c'est dans ce sens-là que ça change. C'est plus rationaliser. Une sorte de maturité. Ouais, c'est ça. C'est... Avant, on testait, on faisait des petits tests. Maintenant, ça reste c'est industriel. C'est-à-dire qu'il y a plein de pages, il y a plein de catégories et il y a plein de réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'avant, on avait un compte Twitter, un compte Facebook. Et c'était à peu près tout. Hein. Je veux dire, il y a 10 ans, c'était... pour les médias, c'était tout. Il n'y avait que ça. Maintenant, il y en a partout. Ouais. Et plus là-dessus se rajoutent les réseaux sociaux qui sont pas encore connectés à des plateformes comme nous, comme WhatsApp Channel, Threads, ou même Blue Sky qu'on n'a pas connecté encore, mais Mastodonte aussi, effectivement. Ça fait partie de notre roadmap d'ailleurs, mais et ça, du coup, ça fait partie des sujets où il y a besoin d'humains parce que s'ils veulent y être, donc ça reste manuel. Voilà, ça reste manuel. Donc si vous voulez être là, vous pouvez pas tout faire en même temps. Voilà. Donc si tu veux allouer tes ressources là, t'as intérêt à automatiser. Exactement. Exactement. Et donc ces plateformes là, ces nouvelles, donc tu viens de dire, c'est dans la roadmap. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous y allez ou pas? C'est vous attendez qu'il y ait pareil un peu de Alors nous, volume. Il faut qu'il y ait de la demande. Il faut vraiment que nos clients nous le demandent et plusieurs fois. Ouais. Et à partir de là, on va le rentrer dans la roadmap. Et il y a de temps en temps des demandes qui sont faites par les clients que là, on sent que c'est une tendance de marché qui va émerger. Et typiquement, par exemple, la génération des images intelligentes, donc génération des images qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Générative. Voilà, exactement. Donc là, avec non pas par IA générative, c'est-à-dire que là, on va prendre leurs illustrations d'articles et on va ajouter un logo, un message sur l'image et générer le message d'accroche. D'accord, pardon, c'est de la génération à partir des assets de l'éditeur d'une illustration pour un article. Exactement. Et en fait, on va changer, très souvent, on va passer d'un format 16:9 à un format 4/5. Ouais. Donc, il va falloir, au milieu, on a de l'IA pour aller bien détecter. Croppé, voilà, ouais, exactement. où tu vas mettre le centre de l'image. Je suis désolé, on n'a pas 100% de résultats. C'est dur, hein, ça. Ouais, c'est dur. On est à 90% à peu près. Ouais, histoire que le visage soit pas coupé. Voilà, etc. exactement. On a quelques challenges comme ça. Et en plus, ce qui coûte très cher en plus en termes d'infrastructure, d'analyser tout ça temps réel, parce que ça fait des millions, voire des milliards d'images tous les jours à analyser. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, c'était clairement une tendance de marché qu'on a vu dessiner à juin de l'année dernière. Et donc on est parti très vite en développement sur cette fonctionnalité qu'on a sorti au mois de septembre et qui a fait un carton en fait. Quand vous sortez une fonctionnalité comme ça, elle est disponible immédiatement pour tout le monde. C'est un package global. C'est ouais. Alors après, pas tout le monde la voit. Ouais. On communique pas forcément. On communique pas assez d'ailleurs sur les features qu'on sort, mais boîte de tech, t'as dit. Il y a que des techs qu'il faut recruter au marketing aussi chez vous. C'est ça. Ouais, donc des nouveaux outils, c'est vraiment, tu le dis, en fonction de la demande, quoi. Vous anticipez pas de trucs de dingue. Typiquement, Blue Sky, il y a eu un entrain un peu à un moment donné, mais on sent que ça s'essouffle un peu. Ouais. Voilà. Donc est-ce qu'on va développer le connecteur Blue Sky alors qu'on en a d'autres à développer? On ne sait pas. Voilà, on met les curseurs en fonction des demandes. Par contre, on sait par exemple que Threads, dès qu'ils sortiront l'API, là, on va développer le connecteur de suite. Ouais, parce qu'en plus, c'est la maturité aussi de Meta. Vous avez des bonnes. Il y a déjà du monde. Vous avez le partenariat. Il y a de la tech solide derrière, voilà. Etc. Ce sera relativement simple à brancher, en fait. C'est jamais très simple à faire un connecteur, mais c'est vrai qu'on a industrialisé tout un process pour faire les connecteurs, donc ce sera plus simple que les autres, c'est sûr. Ouais, moins bricolage. Et si on se projette un petit peu dans l'année, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu te vois proposer aux médias? Si on sort un petit peu de ce cadre publication, social listening, est-ce qu'il y a d'autres choses en tête? Déjà, dans les donc 5 use cases, je crois que je t'ai cité tout à l'heure, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Presque splitter, faire de boîtes, de produits différents. Oui, c'est sûr, parce que déjà, ne serait-ce qu'en social listening et organic listening et publication, ça fait déjà 3 produits. Ouais, donc, on en a déjà 3 à intégrer à l'intérieur. Notre objectif, c'est toujours d'être meilleur dans ce qu'on fait. C'est toujours que l'ergonomie soit
améliorer tout le temps. Donc, éviter un clic supplémentaire, tout ça, que tout le monde gagne du temps. Vous avez des UX en interne, tu dis le tech, ouais, c'est... Ouais, oui, on a des UX en interne. On analyse toujours le chemin, est-ce qu'il est plus long, plus court, et on prend les retours utilisateurs très à cœur. Et après, au niveau de la roadmap, voilà, les points importants sont plutôt les connecteurs et après, il va y avoir l'arrêt de CrowdTangle, du coup, le 14 Oui, août. pardon, c'est vrai que ça a été annoncé. Hein. Je vais pas dire qu'il y a un choc. Tu sais pourquoi ils arrêtent d'ailleurs? Alors, on s'y attendait. Hein. Non, moi, je suis pas dans les petits papiers. Personne l'est, mais moi, j'ai trouvé ça étonnant comme annonce. Beaucoup de gens l'utilisaient, c'était très utile. Je sais pas, est-ce que c'est un problème de monétisation ou... Alors, honnêtement, on s'en doutait. On s'en doutait depuis 2 ans. Notamment quand on a vu des problèmes de données arriver dans CrowdTangle avec des latences assez importantes. Et on a bien vu que la maintenance était plus vraiment à jour. D'accord, ça traduisait une espèce de désintéressement pour toi, ces genres d'erreurs et les latences. Je pense que ça traduisait plus des investissements qui étaient plus vraiment faits, en fait. Ouais, c'était plus ça. Je pense qu'en termes de business, faut reconnaître que c'était un outil gratuit, hein, donc après ça reste une entreprise aussi. Hein. Ouais, et puis qu'il y a eu des difficultés, qui a fait des gros licenciements aussi, comme toutes les grosses boîtes tech. Donc peut-être ils se disent, ça peut être une décision prise en 2 minutes. Bon ça, voilà, c'est gentil, on gagne pas d'argent, on arrête. Quoi. Voilà. Et en plus de ça, quand ils ont donné CrowdTangle à tous les médias, nous on commençait à travailler sur le social listening. On s'est dit, c'est un peu dur. Parce que là, il y a un business. En fait, et après, on l'a pas pris comme ça. On s'est dit, c'est pas grave, on va complémenter l'offre de CrowdTangle, que je trouve vraiment que c'est un outil fabuleux. Hein. Ouais. Et là, le fait qu'ils arrêtent, notre objectif va être clairement de remplacer le manque qui va être créé. Alors nous, on fait déjà beaucoup de choses que CrowdTangle fait, et on a à peu près 5 à 10% de CrowdTangle qu'on fait pas, et qu'il va falloir rajouter d'ici là. D'accord, mais pour toi, c'était une super news business-wise, comme on dit. Ouais, alors je me réjouis pas forcément qu'un bon produit gratuit qui aide les médias disparaisse. Surtout, moi, j'ai toujours conseillé à l'utilisation à tous nos clients. Ouais. Mais effectivement, pour nous, c'est quand même une opportunité de marché. Il faut le reconnaître. Mais tu vois, ça prouve encore, s'il le fallait, un désengagement quand même de Meta, de Facebook sur les médias. Tu vois, se dire, bon, allez, on arrête ce truc-là, ça... Un coup de canif, je trouve, de plus. Alors, moi, mon avis là-dessus, c'est que en ce moment, les jours sont un peu sombres entre les plateformes et les médias. Mais je pense que les médias et les plateformes ont besoin l'un de l'autre. Ouais. Voilà. L'un des contenus. C'est vraiment une relation interdépendante. Ouais. Je pense que les plateformes peuvent pas exister sans de la vraie news. Et les médias ont besoin du trafic. Ont besoin de visibilité, ont besoin de distribuer leur contenu. Ils peuvent pas vivre en vase clos avec leur propre. C'est pas possible. Non, t'as raison. Donc, il y aura des jours meilleurs, quoi. On l'espère. Il y a eu des tentatives, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que t'as raison, ces dernières années, entre tout ce que Google a investi, et puis en pensant qu'avec les subventions, ils pourraient gagner cette confiance, mais ça a été compliqué. On va pas refaire tout le match, encore une fois, puis de toute façon, c'est un match qui est jamais terminé. Mais toi, t'es plutôt confiant sur le fait qu'il y aura des jours meilleurs, oui, parce que ils ont besoin l'un de l'autre. J'en suis sûr, même parce que, on a tous besoin d'exister ailleurs. Ouais. Après, il faut que le ailleurs, ils aient envie aussi de te renvoyer le trafic quand on te cache sur Facebook, où on dit on veut pas de post. Est-ce qu'on peut imaginer Facebook qu'avec des fake news ou des anniversaires de petits neveux, tout. Non. Ça, non. Facebook, mais toutes les plateformes. Je vois pas. Non. Donc, il faut faire avec, essayer de bien faire, et Nonly est une réponse à ça. Une des réponses, ouais. Un outil qui aide les éditeurs. Super. Est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, que tu aurais aimé évoquer aujourd'hui? Je pense qu'on a bien couvert, en tout cas, le sujet un peu notamment des plateformes, des réseaux sociaux. Dernière question, mon cher Moïse. Est-ce que tu as un truc cool à nous recommander? Et non, ça ne peut pas être Nonly, parce que ça l'est, et j'espère que les gens l'auront compris, ont envie de tester en tout cas, mais voilà, autre chose, ce que tu veux. Alors, un truc cool, et
pour mes 40 ans, on m'a offert un cadeau qui était assez intéressant et j'aime bien les sensations fortes et ils m'ont offert une session de flyboard, donc la fameuse machine créée par Frankie Zapata. Ouais. Que tu as fait déjà? Ouais, j'ai fait et c'était dingue. C'est vrai. Vraiment, ouais. C'est dommage que ce soit c'est un peu cher quand même la session. C'est combien? Je crois que c'est 90 € la demi-heure. Ça va, enfin, je veux dire, tu regardes un saut en parachute, tu regardes même les... Ouais, mais en fait, quand t'en as fait une fois, t'as envie d'en faire, tu vois, beaucoup. Comme, tu sais, les... comment ça s'appelle? La chute libre. Ah oui, avec chute l'air. Ouais. D'ailleurs, je vais aller essayer. Ça coûte une blinde. Mais donc, t'es avec un moniteur ou t'es tout seul? Alors, en fait, il y a un gars qui est sur un jet ski à côté et qui, lui, met les gaz. Donc, à la différence d'un professionnel qui a une manette et qui... Donc, c'était propulsé par... eau, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es sur l'eau, ouais. Parce qu'il y en a vraiment avec genre des petits réacteurs, etc. Mais là, je pense qu'il alors, faut un peu de formation. Ouais, c'est encore un autre truc. Ça, c'est l'autre format, celui d'après qu'il a créé. Ouais. Et effectivement, alors après, si on est un peu à l'aise, si on a fait un peu du ski, enfin des sports de glisse, on s'en sort assez bien. Ouais, est-ce que c'est l'équilibre, les quarts, ouais, etc. C'est ça. Ouais. Et ça, vu... c'était trop bien. Bon, bah, donc ça, c'est vrai. Et flyboard, je savais pas que ça s'appelait le flyboard. Donc, à tester. Donc, bon anniversaire de tes 40 ans. C'était peut-être il y a quelques temps. Ouais, c'est il y a quelques temps maintenant. Bon, en tout cas, c'est le truc cool. Merci beaucoup, Moïse, pour, écoute, ta bonne humeur et puis ta vision un peu intéressante au-delà de ce que tu proposes, en tout cas de voir aussi un peu l'évolution des médias, des réseaux sociaux, cette relation et puis comment on peut essayer de tirer son épingle du jeu, parce que c'est pas évident, on l'a dit, il y a beaucoup d'investissements et des fois c'est dur, donc si on peut se faire accompagner, aider par des outils, c'est pas mal. Merci encore. Merci à toi, François. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.